Une forteresse au milieu de nulle part. 131 degrés 52 de longitude nord, 37 degrés 14 de latitude est. Le cœur de la mer du Japon, à mi-chemin de la Corée du Sud et de l'archipel japonais proprement dit. D'orgueilleux rochers volcaniques, particulièrement inhospitaliers mais terriblement disputés depuis plus d'un siècle. Les Coréens l'appellent Tokdo, les Japonais Takeshima. Aujourd'hui, et depuis 50 ans, c'est la Corée qui occupe ces îlots. Mais le Japon les revendique toujours, et la querelle empoisonne les relations entre les deux grandes démocraties de la région. Ici, deux puissants nationalismes sont dangereusement face à face. Gangneung, à côté du port de Busan, à 400 km au sud-est de Séoul. Base aérienne des gardes-côtes coréens. Mission inhabituelle pour le capitaine Jang Ki-soon. C'est prêt, les pleins sont faits? On a de la chance, il fait meilleur qu'hier. Hein. C'est la première fois qu'une équipe de télévision étrangère est autorisée à visiter Tokdo, et c'est sur lui que c'est tombé. Pas question de filmer la base. Accessibilité prudente au briefing d'avant-mission et déclaration calibrée au millimètre près. Tokdo, c'est vraiment l'extrême-orient coréen. C'est très loin. Et en plus, c'est une zone hypersensible avec le Japon. Nous essayons de ne jamais provoquer les Japonais. Mais cela dit, Tokdo est sous contrôle coréen. Donc nous avons pour tâche de nous opposer à tout accès non autorisé des Japonais sur la zone. Les forces aéronavales des gardes-côtes ont pour mission de protéger Tokdo et d'empêcher toute intrusion étrangère. Ça n'est pas simple, parce que c'est loin et qu'en plus la météo est imprévisible dans ce coin. Il faut vraiment faire une étude très fine avant de décoller. La météo est limite, mais cela passera quand même. Diplomatiquement, ces jours-ci, la situation est calme sur la zone. Il faut 1 heure de vol à peine pour atteindre l'archipel de Tokdo. La dernière intrusion japonaise est à mettre au compte d'un journal de Tokyo qui avait affrété un petit avion pour prendre des photos de l'île, repoussé manu militari par la chasse coréenne. Au printemps dernier, 2 navires de prospection hydrographique japonais avaient flirté d'un peu trop près avec la limite des eaux territoriales, alerte rouge pour les gardes-côtes, grosse inquiétude dans les chancelleries de toute la région. Rien de tel aujourd'hui, atterrissage de routine. Le lieutenant Young prend le relais, c'est le seul autorisé à nous parler, la visite guidée peut commencer. Et elle commence bien sûr par l'essentiel. Ce drapeau coréen symbolise le fait que nous sommes ici en Corée. C'est un message aux avions, aux satellites espions, mais surtout au ciel en général. Vous savez, pour les Coréens, le ciel est très important. Voilà pourquoi ce drapeau, on l'a mis sur le point le plus haut de l'île, donc le plus proche du ciel. Les troupes du lieutenant ne sont pas très nombreuses à Tokdo. C'est un secret militaire, mais il ne semble guère plus d'une trentaine d'hommes à passer leur journée devant des écrans radars ou bien les yeux rivés sur un océan désert. Ils ont pourtant tous le sentiment de remplir une mission capitale face à l'ennemi héréditaire, cet empire du soleil levant qui avait durement colonisé la Corée pendant la première moitié du XXe siècle, en commençant par cette île, annexée dès 1910. Ce qui n'exclut pas la routine, l'ennui
et quelques difficultés quotidiennes. La première chose ici à laquelle il faut s'habituer, c'est le temps. Il change sans arrêt. La vie n'est pas trop dure d'une manière générale, mais si le temps se dégrade, le bateau de soutien ne peut plus accoster. Et on n'a plus de ravitaillement. C'est vrai surtout pendant la saison des typhons. Là, même patrouiller sur l'île devient dangereux pour nos vies. Et puis, bien sûr, il y a les périodes de tension, à chaque fois que le Japon lance une nouvelle offensive diplomatique pour faire valoir ses revendications sur l'île. À ces moments-là, mentalement et physiquement, garder l'île devient plus éprouvant. Mais nous sentons bien aussi que tout le peuple coréen et le gouvernement nous soutiennent et nous encouragent. À Tokdo, il y a aussi quelques civils. Chung, par exemple, le gardien du phare. Mais son discours est aussi martial que celui des militaires. Tokdo, c'est le territoire coréen. Ce phare, utile à toute la région, prouve bien que nous sommes en Corée. Et cette lumière, c'est aussi celle du cœur de mon pays. Alors je ne comprends vraiment pas pourquoi les Japonais insistent tant. Tous les soirs, le lieutenant vient saluer son ami Chung. Salut, ça va? Très bien. Et en plus, il fait beau. C'est sûr que c'est plus agréable. Ah, ça c'est sûr. Et comme ça, le bateau va pouvoir accoster. Le ravitaillement va pouvoir débarquer. Mais à bord de ce petit bateau, il y a aussi beaucoup de matériaux de construction, parce que discrètement, la base s'agrandit et que le petit port se développe. De l'autre côté de la mer du Japon, Tokyo proteste régulièrement contre ces emprises qu'il estime illégales. Mais Chung et la garnison s'en moquent. La journée qui s'achève a encore été coréenne à Tokdo. À 157 km de là, très exactement, au sud-est de Tokdo, c'est le Japon. Plus précisément la côte de l'île de Oki, proche cousine géologique de Tokdo. Pardon, de Takeshima, puisque c'est ainsi que les Japonais l'appellent. Ce matin, Shiosaku Yoshida n'est pas très content. Il fait froid, à peine 2 degrés, et la pêche est vraiment maigre. Il va remonter une trentaine de kilos à peine aujourd'hui. Il y a 10 ou 20 ans, les bonnes journées, il ramenait 200 kilos de dorades, de turbos cornus, de calamars ou de pieuvres. Même constat pour les autres pêcheurs d'Oki. Ils font pourtant toujours vivre la moitié des 13 000 habitants de cette petite île. Tiens, un bébé requin, c'est pas bon ça. Shiosaku a 73 ans, mais il sort encore tous les jours. Pas d'autre solution, il n'a pas de retraite. Et comme tous les habitants de Oki,
il est un peu amer de ce que sa zone de pêche soit restreinte par la zone économique exclusive dont bénéficient les Coréens au-delà de Takeshima. Évidemment, si Takeshima était toujours au Japon, la situation serait totalement différente pour la pêche. Il faudrait une petite guerre, ce serait vite réglé. Et le gagnant pourrait définitivement garder Takeshima. Shiosaku plaisante. Il sait très bien les ravages que le militarisme japonais a provoqués au siècle dernier. Mais sans être ultra-nationaliste, il ne désespère pas que Takeshima redevienne un jour japonaise. Sur l'île, ils sont peu nombreux à avoir connu ce temps où Takeshima était à eux. Un des derniers à y être allé, c'est Katsuyoshi Hawata, 83 ans aujourd'hui, toujours pêcheur, mais aussi maraîcher. Tu n'as pas pris ton chapeau? Pas besoin de chapeau, il fait pas froid. Allez, viens, faut arracher les mauvaises herbes, mon chéri. Quand il fait beau, je pars pêcher des ormeaux. Dès que le temps le permet, je sors. C'est quand même ce que je préfère. Voilà, c'est la seule photo que j'ai. La dernière fois que je suis allé à Takeshima, c'était l'an 29 de l'ère Showa, c'est-à-dire en mai 1955. C'est la préfecture qui nous avait envoyés là-bas, parce que les Coréens s'installaient sur l'île. Les Américains se sont interposés, il n'y a pas eu d'affrontement, mais il reste une profonde blessure. Oui, j'aimerais bien que Takeshima redevienne japonaise. J'espère que les Coréens accepteront de discuter un jour. Ouais, j'espère encore. En attendant, la vie continue côté japonais. Il est 16 heures sur le plus grand port de l'île, les bateaux commencent à sortir. Gros armements pour la pêche en meute, ou petites unités pour les artisans, comme Teruo Nakao. Teruo sort seul, tous les jours. Seul avec ses machines et ses grosses lampes qui attirent le calamar. C'est toujours la même histoire. La ressource se fait rare, les prises baissent, et puis il y a cette frontière maritime coréenne qui n'est pas là où elle devrait être. C'est sûr que si Takeshima était toujours japonaise, je pourrais y aller, même avec mon petit bateau, et faire de bien plus belles pêches. C'est évident. Cette nuit encore, ça ne sera pas terrible. À peine une trentaine de caisses contre 100 les bons jours. La mer commence à sérieusement forcir. Il vaut mieux rentrer. Pour une fois, Teruo se couchera tôt. Un peu partout à Oki, la photo de l'île perdue rappelle que le Japon ne renonce pas. Et puis, Takeshima figure en bonne place au musée local, où quelques rares photos jaunies sont classées au rayon des preuves du bien fondé de la présence japonaise sur ces rochers.
En cette saison, le musée est désert, mais qu'on ne s'y trompe pas, Takeshima est une cause nationale et un cheval de bataille pour les partis nationalistes qui ne voient pas pourquoi le Japon devrait éternellement payer sa défaite. Alors, à Oki, l'administration aussi se bat pour le retour de l'île confisquée. C'est le travail de M. Fujita, sous-chef de la section Takeshima à la mairie. Il est chargé de nourrir en pièces, documents et arguments toutes les administrations du Japon pour alimenter leurs offensives diplomatiques contre la Corée. Même si les vieux traités établissant la possession des Japonais ont été signés à la baïonnette, M. Fujita, avec une exquise politesse, n'en démord pas. Il y a bien plus de faits historiques prouvant que les Japonais étaient là les premiers, et pas les Coréens. J'ai vraiment l'impression que les Coréens déforment l'histoire. On essaie même de faire appel au peuple coréen lui-même pour qu'il comprenne que Takeshima revient de droit au Japon. Peine perdue. Takeshima s'appelle toujours Tokdo. Les gardes-côtes coréens sont fidèles au poste et le peuple coréen s'est converti au tourisme patriotique. Quand la mer et les autorités le permettent, ils sont ainsi environ 200 à débarquer de la vedette d'Ulrongdo, la grande île coréenne voisine, à 4 heures de mer. La petite garnison veille à ce qu'aucun provocateur japonais ne vienne planter un drapeau, et elle contient la petite foule dans la stricte limite des quais. Durée de l'escale, montre en main, 17 minutes. Pas grave, ces patriotes sont fiers de se faire prendre ici en photo. Tokdo, c'est chez nous. Les Japonais affirment que c'est leur territoire, mais nous, on peut venir librement ici. Alors que eux, ils ont besoin d'un passeport. C'est bien la preuve que c'est coréen. J'ai presque 70 ans, vous savez. C'est peut-être mon dernier voyage avant que je meure. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire ici. Je vois combien cette île est belle. Pas question que j'en sois privé par les Japonais. Je suis fière que Tokdo appartienne à la Corée. C'est vraiment un non-sens que les Japonais continuent à la revendiquer. Je suis sûre que le Japon est prêt à toutes les conspirations pour la récupérer. Je ne sais pas quoi exactement, je ne peux rien prouver, mais je suis sûre que le Japon a un plan. Un peu à l'écart de cette brève agitation quotidienne, la maison des Kim. Ce sont les derniers pêcheurs coréens qui vivent à Tokdo. Ils ont bien plus de 70 ans tous les deux, mais Sin Yeol plonge encore tous les jours. Elle ramasse des algues et des ormeaux en hiver, des coquillages et des holoturies au printemps, et d'une façon générale, toutes les autres créatures qui ont le malheur de la croiser.
Dans le temps, il y avait du monde à Tokdo. Aujourd'hui, on est les derniers. C'est difficile de gagner sa vie ici. Moi, par exemple, je ne peux plus embaucher personne. Avant, on était souvent une vingtaine. Quelques-uns restaient juste 2 ou 3 mois, pour la bonne saison. Mais il y en avait toujours 4 ou 5 qui passaient l'hiver et toute l'année ici avec nous. Les Kim ne se plaignent pas de leur solitude. Leurs enfants, qui vivent sur la grande île d'à côté, n'ont pas réussi à les persuader de revenir à la civilisation. Oui, je sais, je deviens vieille. J'ai du mal à voir les concombres de mer au fond. Et je n'arrive plus à prendre les pieuvres. Les algues et les coquillages, ça va. Les pieuvres, j'en prends encore quelques-unes, mais pas autant que quand j'étais jeune. Et puis ça peut être dangereux. Quand elles sont petites, ça va encore. Et si elles sont grosses, je n'y arrive plus. Je ne suis plus assez forte pour les capturer. Sur l'île coréenne voisine, Ulrongdo, les bras ne manquent pas pour la pêche. Ici, c'est Calamarville. C'est là que reviennent les navettes patriotiques. Elles ont bien changé les choses pour les Kim. Ces liaisons sont bien pratiques pour revenir passer des week-ends en famille à Ulrongdo, ou bien tout bonnement pour livrer tous les jours le produit de leur pêche au grand marché. C'est un des plus importants du sud-est coréen. Les arrivages de calamars se comptent ici en milliers de tonnes par an. Cette industrie fait vivre toute cette petite île coréenne, ou presque. Il faut dire que les bateaux coréens disposent d'une vaste zone de pêche, puisqu'elle intègre Tokdo et ses eaux territoriales. Du coup, dans cette région de la mer du Japon, les prises coréennes sont bien supérieures à celles des Japonais. Ici, la possession de l'île n'est pas seulement un problème d'orgueil national, c'est avant tout un enjeu économique. Ulrongdo est la capitale coréenne du calamar et elle tient à le rester. Il y a un peu plus de 50 ans, Wong Dae-jim a payé de sa personne pour cela. C'est un vétéran de la reconquête coréenne de Tokdo. Aujourd'hui, il peut en savourer les fruits au marché en achetant du poisson-lune, un mets très recherché autour de la mer du Japon. Ceux-là, on les attrape autour de Tokdo. Il faut les prendre au filet. Et donc, il faut pouvoir y aller en bateau. C'est très bon pour la santé. C'est plein de protéines. Certaines espèces ont des poches de poison, mais pas celle-là. Wong Dae-jim, au début des années 50, à peine démobilisé du front de la guerre de Corée, s'était engagé dans un corps de volontaires pour protéger Tokdo des velléités japonaises. Cela lui a valu des médailles, l'exposition permanente de ses photos au musée d'Ulrongdo, mais surtout de garder une dent contre les Japonais. Ça me met en colère qu'aujourd'hui encore ils veuillent revenir. D'ici à Tokdo, il y a une 50aine de milles, à peine. Alors que leur île la plus proche, Oki, c'est au moins le triple. Sous-entendu, qu'ils restent chez eux. Il y a 50 ans, le Coréen Wong Dae-jim et le Japonais Katsuyoshi Awata se faisaient face au cœur de la mer du Japon, prêts à en découdre, l'un pour Tokdo, l'autre pour Takeshima, tous les deux pour les mêmes rochers. Aujourd'hui, ce sont de vieux messieurs. Ils n'ont heureusement plus envie de se battre, mais leurs opinions nationales le font pour eux. La Corée manifeste pour Tokdo dès que le Japon défile pour Takeshima et réciproquement. La querelle n'est pas près de s'éteindre. D'autant qu'il pourrait bien y avoir du pétrole autour de l'île.
En 1849, des baleiniers français avaient découvert ce tout petit archipel et ils l'avaient baptisé du nom de leur navire, les îles Liancourt. S'ils l'avaient ignoré plutôt que de faire les fiers, peut-être que personne n'aurait jamais entendu parler de cette île de la discorde.